Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale. Pour notre deuxième émission de la saison 4, nous accueillons Marie Poinry, une octogénaire dynamique originaire de la tribu de Tchamba à Poiraériwa, Ponériouin. Interrogée par Rosie Macalou, qui l'appelle affectueusement Gay Marie, nous allons découvrir cette femme engagée politiquement et culturellement et qui nous fait l'honneur de partager sa riche histoire de son enfance à Tchamba en passant par ses années marquantes à Doneva. Marie a traversé des moments clés de notre histoire. Et dans cet épisode, nous aborderons avec elle les thèmes de la mémoire, de l'histoire, de la résistance culturelle et politique. Enregistrée le 6 mai 2025 à Koné, cette interview est l'occasion pour Marie de nous livrer une partie, un fragment de son parcours de vie. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Pour cette deuxième édition de la saison 4 de la pause décoloniale, nous recevons Marie Ndiopo Poinry, âgée de 81 ans et originaire de la tribu de Tchamba à Ponériouin, Poiraériouin. Tout au long de cette interview, je l'appellerai Gay Marie, car on se connaît toutes les deux. Elle fait partie de ces mamans inspirantes Kanak qui ont la mémoire vive et intacte. Son actualité la plus récente, c'est sa participation au Mois du Conte avec l'association Tagadé, avec laquelle elle a tourné et a eu l'occasion de conter des histoires. Gay Marie se définit elle-même comme une militante politique et culturelle. Baignée dans une famille indépendantiste, elle effectue sa scolarité à partir de l'âge de 8 ans à l'école protestante de Tchamba. C'est là qu'elle fait l'apprentissage du français. À l'âge de 16 ans, elle quitte sa tribu pour intégrer Doneva à Wawilou, où elle y passe 5 ans, au bout desquels elle décroche un CAP professionnel. C'est son passage à Doneva qui l'a fait rencontrer d'autres Kanaks du pays, et c'est en les côtoyant et en côtoyant le personnel éducatif qui parle Agne et Djéou que Gay Marie finit elle aussi par intégrer ces langues et les parler couramment. Malheureusement, c'est aussi à cette période qu'elle raconte avec nostalgie avoir perdu le tchemwi, la langue de ses oncles maternels qu'elle parlait couramment dans son enfance. À la fin de sa scolarité à Doneva, à l'âge de 22 ans, elle se rend à Nouméa où Madame Frey lui trouve du travail. Madame Frey était alors l'épouse du pasteur Frey, enseignant à Doneva et envoyée par la Société des missions évangéliques de Paris. Gay Marie restera alors travailler à Nouméa pendant 27 ans avec de rares retours sur Tchamba. Elle prend sa retraite à Nouméa à l'âge de 54 ans. Gay Marie a vécu la guerre civile de 84-88. Après la guerre civile, suivant l'une des paroles de Jean-Marie Tjibaou, encourageant chacun et chacune à rentrer pour s'engager pour leur terre d'origine, Gay Marie rentre à Tchamba. Elle entre au conseil municipal de la mairie de Poiraériouin en 1996, suite au décès d'un des conseillers municipaux. Elle a alors en charge les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie. Et parmi l'un des faits marquants de son mandat, c'est sa contribution à la construction du Faré du marché de Poiraériouin que Gay Marie retient. Ce marché est situé au village et permet à la population, les femmes notamment, de vendre leurs produits et d'en retirer des bénéfices. Gay Marie, bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale. Bonjour aussi, merci de m'avoir invité. Gay Marie, tu t'appelles Ndiopo Paiti et tu es originaire de la tribu de Tchamba. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que veut dire ton prénom et qu'est-ce que veut dire aussi Tchamba? Oui, mon nom Ndiopo, ça veut dire les cultures qui est devant la porte là pour les cases. Ça met sur les cases, c'est ça. C'est les sculptures à l'entrée de la case. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on appelle Ndiopo. Tchamba, ça veut dire en langage, c'est là où tous les clans qui viennent du sud, du nord ou des îles, ils viennent de là. Ils viennent et ça veut dire ça, Tchamba. C'est l'origine des clans. C'est l'origine des clans. On va dire en français l'origine des clans. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'était ta scolarité d'abord à Tchamba? Ma scolarité à Tchamba, je me rappelle de mon esthète, c'est Monsieur Pierrot. C'est le papa à Gilbert Assawa. Pierrot Assawa. C'est Pierrot Assawa. Et en langage, on l'appelle Noah. Son nom en langage.
c'est lui qui m'a le premier instit à moi depuis que je rentre à l'école à 8. À 8 ans. Et c'est à 8 ans que tu apprends le français. Oui, c'est là qu'on apprend le français parce que à la maison on parle pas ici les langues à nous quoi. Donc avant l'âge de 8 ans, tu parlais quoi comme langue? Je parle le Païti, on parle un peu le Wailou, on comprend, mais on parle pas tout le temps parce que maman, elle parle en Wailou aussi, elle nous parle en Wailou comme ça, on comprend, mais on parle pas souvent. Ce que je parle souvent, c'est la langue Tchamoui puis la langue La langue païti. Païti. Donc de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, tu fais l'école à Chamba et après, tu pars à l'âge de 16 ans à Doneva, Oui. à Wailou. Et à Wailou, on nous interdit de parler le langage. On parle que le français à Wailou. Et si tu parles en langage, On nous punit. Ils nous punissent, les surveillants, parce qu'il faut pas parler un langage. et quand vous êtes puni, qu'est-ce qu'ils vous font? C'est Les- quoi les punitions? Et les punitions là, on nous astique. Les surveillants, ils nous astiquent à coups de ceinture pour nous rappeler à l'ordre que il faut pas parler le langage. Il faut, ou alors des fois, ils nous punissent, on va pas aller avec les grands, aller se baigner, ou aller là-bas se promener, ou il y a des choses à faire, mais ils nous punissent comme ça. Il y a des punitions. Et toi, tu t'es déjà fait punir? Oh, la trique, je l'ai eu à Doneva, la trique. C'est par rapport à ça. Sauf que les surveillants, ce sont des gens qui parlent le lifou et ils parlent le wailou. Les surveillants, ce sont des Kanaks? Oui, c'est des Kanaks. C'est des Kanaks. C'est des surveillants de l'église, c'est des gens de l'église autonome, quoi. Et les professeurs, ce sont les pasteurs? Pasteurs, puis il y a des gens aussi oui, les profs aussi qui viennent enfin, ils sont venus parce qu'il y a le collège aussi qui est ouvert. Toi, comment t'as vécu ta scolarité à Doneva? J'étais contente de ma scolarité parce que j'ai pu avoir des amis aussi. On se rencontre, on est des frères et sœurs. Voilà ce qu'il y a, c'est qu'on est des frères et sœurs. Et puis on se connaît. Une partie sont partis, une partie sont encore là, aux îles comme ici en Calédonie. Ben on se connaît. On se connaît quand on s'est trouvés, mais on est des sœurs et frères. Et toi, c'était la première fois que tu voyais alors d'autres Kanaks du pays? Oui, c'est-à-dire en dehors des Kanaks de Chamba, quoi. Oui. Des Kanaks de Chamba et Neuta. Tu me disais que quand on vous laissait, quand tes parents, ton père te laissait à Doneva, tu les revoyais plus pendant 1 an. C'était 1 an la scolarité et après vous les revoyez en fin d'année pour les fêtes. Oui, on rentre à Doneva le mois de janvier pour revenir seulement la veille de Noël, la fin d'année, quoi. Il n'y a pas de vacances au milieu de l'année, comme en ce moment que tous les mois, il y a des vacances. Non, C'était dur au début? c'était dur. Hein. C'était dur, mais on fait avec. C'était dur, hein. T'avais de la famille avec toi quand même, des gens de ta famille qui partaient aussi à Doneva en même temps que Oui. toi? On est beaucoup, mais on est une famille de Poneru même. Nous sommes une famille. Sauf que quand on doit se parler langage, mais on se parle en discret, mais en cachette de ceux ils vont nous voir, les surveillants. La première fois quand on reçoit une punition, quand on se fait triquer, ça t'a fait quoi? Je sais pas, ça me fait rien. Et ça me fait rien parce que à la maison, maman et papa, ils m'astiquent. Mais se faire astiquer par quelqu'un d'autre que ton père et ta mère? Non, à l'époque là, même quelqu'un qui vient nous dire en dehors de nos parents, tu fais quoi là? Il faut pas faire ça. Mais on accepte parce qu'il y a le sens de respect qui est tellement fort à ce moment-là. Tu fais une bêtise, quelqu'un qui te voit, qui soit de la famille et tout, mais qui te voit que tu fais des bêtises, il te gronde, pour toi, c'est bien. Il nous ramène à l'obéissance, quoi, on va dire. Oui. Même, par exemple, quelqu'un envoie ses enfants dans il y a quelque chose là, une fête quelconque, quand les parents ne viennent pas, mais il dit le papa, il dit aux enfants,
fais attention, il y a tantine qui est là-bas. C'est-à-dire ses sœurs ou les sœurs de leur maman. Pour pas faire de bêtises. Les autres, ils vont eux, ils respectent. Et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Tu as perdu le Tchemouï vraiment quand tu as fait l'école à Doneva. C'est là que j'ai perdu le Tchemouï parce que je peux pas parler parce que c'est interdit. On peut pas parler, c'est interdit. Déjà, moi et puis les jeunes de Bonaire, les camarades de Bonaire, on est la famille, nous sommes famille, on est partis là-bas tout le monde. Et on peut pas parler langage. On se parle en français. Et comment t'as intégré le Hanjeu et le Jéhu? C'est avec tous les surveillants là qui eux parlaient ces langues-là. Non, quand je parle de Chamba, le Lifou, parce que le pasteur et sa femme, ils sont de Lifou. Ah. Et puis on est constamment ensemble avec tout le monde, les gosses, et puis voilà, eux, ils parlent Lifou, puis nous on comprend, mais on parle pas. Mais c'est à Doneva que je peux dire que j'ai parlé, voilà. C'est tout cela. Et le Hanjeu aussi, C'est t'as pareil, connu maman, à elle Chamba. parle. Oui. Et après, t'as bien parlé quand t'es arrivé à Doneva. Oui, ça il y a pas de problème pour ça. T'es descendu après à Nouméa, t'as travaillé. Madame Frey, la femme du pasteur Frey, elle était en charge de vous trouver du travail après l'obtention de votre CAP professionnel à Doneva. Donc, tu descends à Nouméa. Tu travailles là pendant 27 ans, c'est beaucoup, hein. Mais pendant que tu travailles en bas, tu as aussi ton engagement politique qui a commencé. Enfin, tu étais déjà sensibilisé à la cause, mais clairement, tu t'es engagé à quelle époque? J'ai toujours assumé ma responsabilité de quand il y a les élections, il y a tout ça. Ah ben, j'ai toujours assumé cette responsabilité, aller voter. Par de Nouméa pour aller, c'est sacré pour nous, ça. On peut pas rester là-bas s'il y a vote quelque part. Et s'il y a élection, on se rend toujours. Quand je suis engagée dans la vie politique, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu me parler en 84, et il y a quelqu'un qui est venu me parler pour me dire qu'on a besoin de quelqu'un qui parle plusieurs langues. Je me pointe tout de suite au QG du FLNKS, à la première vallée. À la première vallée. Vallée du Tir. Mm-mm. Suis à l'accueil. Ce n'est pas une mince affaire. Info sensible. Le chef me donne, il n'y a pas de secret. Le chef, il me donne tout. Mais mes affaires, pour divulguer en langue. Et je divulgue en langue les infos sensibles, en langue Déou, Oilou et Baïté, dans le pays. Comme le FLNK, c'était sur écoute. À l'époque, c'était les téléphones fixes, là. Le téléphone fixe, Oui. à ce moment-là, c'est sur écoute. Oui. Mais on peut pas envoyer les informations. Parce que c'est la guerre civile, hein, faut le dire. C'est la guerre civile. Et comme la personne, c'est qu'il me connaît. Il me connaît, puis voilà, il est venu me parler. Tout de suite, il faut que j'aille là-bas, j'ai un devoir. Donc, ça veut dire pour répondre aux militants au téléphone et leur faire passer des messages, et pour que les renseignements généraux, ils comprennent pas ce que vous dites, donc tu parles à la langue. Je parle à la langue. Toutes les choses, je peux dire que c'est dur à l'époque là, parce que c'est la guerre civile. Et nous, on a passé, mais c'est pas le bien de ça. C'est pas le bien de la langue, parce qu'il comprennent pas ce que... Et moi, je peux vous dire aussi, je parle que nous, on n'est pas seulement au bureau, on bouge. On bouge, on voit les choses, beaucoup de choses qu'on connaît. Il y a aussi la sécurité à faire. Mais là-bas à Nouméa, nous aussi, on fait notre sécurité, comme dans les autres communes. Tu payes. Partout dans le pays, il y a une sécurité que c'est posée c'est pas la sécurité comme les gendarmes, que le monsieur Ponce et consorts, il fait venir à Caledonien. C'est pas le GIGN et puis consorts. Les militaires, les gendarmes, tout ça. Non, c'est pas cette sécurité-là. Mais c'est quel genre de sécurité? Sécurité, c'est sécurité parce que il y a les autres qui viennent de là, quand ils machin, il faut pas sortir dehors, il faut pas aller traîner dans les bars et tout ça. Nous, quand on voit les jeunes, parce qu'il y a là,
On dit aux autres de rentrer, de faire attention à de faire attention c'est des équipes de sécurité mis en place par il y a une sécurité du FLN. Ah oui, qui le fait FLNKS, il faisait fait attention. tourner à Nouméa. D'accord. Donc, toi aussi, quand tu parlais au téléphone, tu donnais les règles de sécurité à la langue aussi. Oui, mais moi, je vois les autres et je dis aux autres, il y a ça. Parce que là-bas aussi, c'est la guerre civile, quoi. Donc, on connaît les choses. Donc, t'as dû en voir passer des choses. Et t'as dû entendre passer des choses comme tu étais alors à l'accueil du QG du front. Il y a pas de secret. Parce que je connais les choses que les autres, par exemple, de Poum, y envoient au QG. C'est moi qui ai assez. Puis je dis, sauf que c'est secret. C'est discret. Et donc? Tout ce qui arrive comme ça ne doit pas partir, mais c'est discret. Moi, je le connais parce que c'est moi qui reçois et puis je dis. Mais je dis en langue parce que c'est sûr, écoute j'ai vécu tout ce qui se passe en 84 ou 88. Comme je peux parler des choses, pourquoi c'est arrivé tout ça, c'est parce que le peuple souverain en demande l'indépendance. Il y a que ça, il y a pas d'autre chose. Après, comme on va apporter des fleurs maintenant sur la mémoire des jeunes de Ouvea qui sont partis. Mais pourquoi ça? On se pose jamais de questions pourquoi. Mais voilà, je vais vous dire, le 27 et 28 avril, comme ils ont déjà une garde d'autres gendarmes, Diano, Alphonse et les équipes, pourquoi ils sont là? Il y a les autres qui demandent, c'est-à-dire le GIGN et le chef de clan de Ouvea. Ben, ils vont voir Alphonse pour qu'Alphonse il lâche les autres et tout ça. Et Alphonse, après la discussion du 27 et 28 avril, Alphonse, après avoir assimilé les motivations profondes d'un groupe de ravisseurs, leur a dit pas de libération d'otages sans la déclaration de l'indépendance de la Kanaki socialiste. Là, la réponse, c'est ça le pourquoi. Il y a des gendarmes qu'on les attrape et mais quand on apporte des fleurs pour dire, voilà, c'est fini, c'est comme ça, il y a la paix. La seule chose, c'est la seule libération qui compte, c'est l'indépendance kanak. Ces morts-là, ils sont morts pour demander l'indépendance. Et c'est pas l'indépendance kanak seulement, c'est la Kanaki socialiste. Ça me dit quoi, on est en train de recevoir les gens et on les fait pas du mal. Tu as vu Alphonse Diano à Nouméa avant qu'il parte à Ouvea, hein? La veille du départ à Diano pour aller à Ouvea, mais j'étais partie de Pointe-Dimier avec lui, parce qu'il y avait la grande réunion à Pointe-Dimier. Timbarama s'est passé. La grande réunion du FLN. Du FLN-KS. Et nous sommes partis, parce que lui, dans le programme, il doit partir le matin là-bas. Pas lui tout seul, Mais quand on est parti, j'étais parti avec Diano. Le soir-là, on est parti dans la nuit. Diano, Jean-Pierre... Detex. Il y a un autre garçon que je me rappelle plus c'est qui, mais c'est quelqu'un qui fait partie de notre groupe. Mais comme ils sont beaucoup, mais voilà, on est parti là-bas parce qu'on a du travail au quartier général. On arrive là-bas, il y a du travail, les deux vieux qui gardent le local, ils sont toujours là, c'est deux vieux de Ouvea. Et le lendemain, Diano, il est parti à Ouvea. Mais ce qui se passe à Ouvea, quand ils ont été à la gendarmerie, même la gendarmerie, ils ont fait tous ces GIGN et tous ces militaires et gendarmes et consorts. Mais ils sont là pour tuer le Kanak, parce que eux, la seule chose, c'est de tuer le Kanak. C'est de contre l'indépendance. Voilà. C'est ça le principe pour les autres. C'est ça pourquoi on a attrapé ça, Diano. Diano, il a un frère avec lui, il est mort aussi il est parmi les 18 là. Mais ils ont cinq qui sont comme Diano, que je le connais. Diano, c'est le chef de bande. Mais ils ont 5 qui connaissent et discutent comment on doit faire ça Mais eux, parmi les gendarmes qui sont relâchés, il y a pas une seule, égratignure. Ils les ont respectés, ils les ont gardés, ils les machin pas. Mais on cache toujours la vérité quand on dit les choses. Et moi, ça me fait mal, ça. Parce que je connais ce que Diano, il a fait. C'est dur. Ça a été dur parce qu'on connaît les choses. On connaît le pourquoi. Et quand le chef, j'ai dit auparavant que le chef de clan avec le commandant du GIGN,
ils sont demandés à parler avec Ndiadnou pour lâcher les gendarmes qui sont avec eux. Il y a une chose que Ndiadnou, il a dit aux autres. Il a dit au GIGN, au commandant du GIGN, tu libères d'abord les militaires qui sont dans la tribu. Parce que dans la tribu, ils sont dans les maisons, ils sont là, les gens là. Tout ça là. Il y a plus de tribu pour la famille, les familles. Mais ils envoient ça. Là, ils ont pas dit, parce que c'est ça. Il faut cacher la vérité, hein. Ah, ils avaient pris en otage la tribu. Oui, parce que c'est tout ça. Et après, ils ont parti, et là, il a dit aux autres, c'est après du 27 et 28 avril 88, il dit aux autres, après avoir assimilé les motivations profondes du groupe de ravisseurs, pas de libération d'otages, sans la déclaration de l'indépendance de la Kanaki socialiste. Voilà le mot qu'il a envoyé. Référendum ou pas, il s'agissait d'un point essentiel, reconnu comme tel par les signataires de l'accord, que la meilleure façon de régler était d'en faire juge le peuple souverain. Qui d'autre pouvait légitimer une entorse faite au sacro-saint principe de la loi suprême pour une issue pacifique à une situation de guerre civile? Qui d'autre? On cache toujours la vérité, là, pour la libération, les frères, gna 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 et tout ça. Les sacro-saints principes de la loi suprême continuent à tromper le peuple souverain. Le 22 avril 1988, ces mots, je dis bien le 22 avril 1988, ces mots furent d'emblée employés. Sauvagerie, barbarie, rebelle. Voilà comment on tresse le peuple kanak. Sauvage, barbare, rebelle. Là, les bouts de feu ne manquent pas. L'un d'entre eux reste dans l'ombre et l'anonymat. Or, c'est le commandant de la guerre de l'Algérie. Pendant tous les événements, il était là, omniprésent, mais en retrait, car sans aucune position officielle. Il organisera des milices anti-indépendantistes, réseaux de civistes pour venir en aide aux broussards en difficulté. Ça, c'est celui qui avait organisé les milices, c'est ça? C'est lui, il continue à former à l'heure que je parle. Il est toujours là. Il est toujours là, c'est son frère qui est là. Lui, il a pris sa retraite. À cette époque-là, vous aviez déjà connaissance des milices. Elles existaient déjà. Oui, parce que il tourne, il nous connaît. Et toi, tu as des exemples de comment ils agissaient? Oui. Mais on peut pas le dire maintenant. On peut pas le dire maintenant. Je peux dire seulement ils sévissent. Ils font des choses parce que eux, ils considèrent le Kanak comme des sauvages, comme des bêtes. Ça veut dire que les milices, donc le personnage là dont tu parles, il entraîne des citoyens. Des citoyens. C'est des citoyens. Pour chasser les Kanaks. Voilà. D'accord. Le GIGN et les pignes continuent à tuer Kone. Pour eux, les Kanaks sont des bêtes. Mais grâce à une équipe de 7 personnes envoyées par le bureau politique, que le président de la République retire le corps militarisme du pays. Donc là, ce que tu expliques, c'est que tout le pays, il était assiégé par les militaires durant cette époque. Partout. Les 7 personnes en question, elles sont allées constater dans des endroits en particulier du pays, oui, ce que faisaient les militaires. À Kone. Et ça a été remonté au président de la République. À l'époque, c'était Mitterrand. C'était Mitterrand. Que Mitterrand, il a décidé de retirer les militaires. Il a retiré en échange des constats que les 7 personnes ont fait. Des constats qui concernaient les atrocités que faisaient les militaires. Voilà, les militaires. Ils font des choses. Pour eux, les Kanaks sont des bêtes. Et ils agissaient sous commandement de qui? Eh ben, c'est tous des militaires, ce sont tous des gens de la guerre, ce sont tous des choses-là. Ils avaient un commandant ici qui leur ordonnait de faire ce genre de choses-là? Je ne sais pas, c'est ici, puisque quand ils sont ici, c'est parce qu'avec les gens de la droite. Mais le président Mitterrand, il n'était pas au courant jusqu'à que vous envoyiez ça. C'est lui qui est au courant d'envoyer, parce qu'il est le chef de la République. Mais il n'est pas au courant il y a des règles pour eux
Mais eux, c'est au passé, parce que eux, ce que les autres, ils veulent pas, c'est l'indépendance. Ils sont ordonnés par des gens. Il faut pas donner au Kanak l'indépendance. Même ceux qui sont venus en bateau, que l'État, il les a mis en bateau pour être mordus par les requins ou les je sais pas quoi dans la mer, hein. Ils ont atterri ici, qu'on appelle ici des bagnards. On appelle ça. Mais il y a une partie qui sont avec nous parce qu'ils reconnaissent il peut pas aller ailleurs. Mais il y a une partie qui sont contre nous. Et pourtant, ils n'ont pas de maison ailleurs que la Calédonie. Sauf qu'ils veulent pas accepter l'indépendance. Quand tu parles des événements de 84-88, on sent encore que tu as beaucoup d'émotions. Surtout que là, on vient de commémorer encore, c'était hier, les 19 de Yaï. Tu as encore beaucoup d'émotions par rapport à tout ça. Depuis la mort de mes collègues là, Dianou, aucun de ces mises, combien de temps? Aucun de ces, on dit, ils vont amener des tas de fleurs avec tous des ministres et des consorts pour poser sur eux. Moi, j'ai jamais accepté. Parce que j'ai en moi le pourquoi il a attrapé ça, pourquoi? Il a bien dit. Ses raisons, il a bien dit, pas de libération d'otages sans la déclaration de l'indépendance. Mais le principe de la loi, tout ça là, sacro-saint principe de la loi suprême, ça, c'est qui? C'est l'État. Pour une issue pacifique à une situation de guerre civile. Le sacro-saint principe de la loi suprême continue à tromper. Je dis bien, il continue à tromper, à mentir aux gens du pays. Et les gens du pays, c'est qui? C'est ceux qui demandent l'indépendance. Le 20 juin, tu me permets, je veux répondre un peu à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a parlé directement ou que tu as vu son intervention? J'ai vu son intervention. À la télé. À la télé. D'accord. Le 20 juin 2012, une brochette de ténors indépendantistes est nommée. C'est le 20 juin 2012. Et je réponds à la personne qui dit qu'on est absent. Ces mensonges continuent, car le 13 novembre 2012, parmi tant d'autres, des mensonges, le 30 novembre 2012, elle détruit la case. La case que tout le monde, tous les Kanaks qui savent, là-bas, à la baie de Moselle. Voilà. En bas au Mwaka. Voilà. Il continue à mentir. Elle détruit la case. Je rappelle à cette personne que l'avenir du pays de Nouvelle-Calédonie ne se construit qu'à mesure de la maîtrise du passé. Pourquoi, selon toi, en tant que militante de longue date, pourquoi il y a eu l'année dernière, en 2024, la révolte du 13 mai? Les militants qui sont partis, on les a attrapés, on les a fait emprisonner. Ils sont partis, ils sont là-bas en France. Tu parles des sectes de la CCAT? C'est ceux de la CCAT. Et non. Donc ces militants-là, ils sont là-bas. Ce sont les piliers de l'Union Calédonie. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, mais voilà pourquoi le CCAT a bougé. Parce que lui, qu'est-ce qu'on a demandé? On fait pas du bruit. On fait pas de guerre. Mais on continue à demander l'indépendance. Et il y a beaucoup qui sont avec nous. Ceux qui reconnaissent qu'ils sont venus en bateau. Et c'est pourquoi, comme ils ont envoyé l'autre, à je sais pas où, l'autre bout du monde, comme si c'est un machin, on connaît comment ils ont pris lui de là-haut, du tribunal là-haut. On connaît comment ils ont fait machin pour... Toi, quand il y a eu tout ça, ça t'a rappelé la guerre civile de 84-88? Tu sais, quand ils ont fait ça, tiens, mais moi je revois tout. Tous ces machins-là que j'ai vécu. Parce que je dis une chose, que quand on est sorti de là, il faut pas croire que je peux te parler comme ça, tranquille, et parler à toi comme ça. C'est dur à remettre machin parce qu'on a vécu des moments durs. On a vu les choses, on connaît les choses. Et moi, en particulier, je reçois. C'est toutes ces choses-là. Ça a réveillé des traumatismes chez toi. Voilà. C'est tout cela. J'ai pas comme ici, moi, quand je dis les choses, j'ai pas de compte à rendre à personne. Je raconte ma vie politique. Et c'est le plus dur. Pourquoi on est là? Pourquoi on a fait ça? Ils ont continué à mentir. Le 20 avril 2011, la loi organique de l'accord de Nouméa a été modifiée. Alors qu'on n'est pas sorti encore de l'accord de Nouméa.
C'est pour ça qu'ils continuent à mentir dans leur... Mais le message, ça, c'est pas arrêté maintenant. Il peut envoyer des tas de ministres comme celui qui est là maintenant. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, que je rappelle que tant qu'on essuie facilement et on oublie, il y a les morts. Pourquoi? Pour l'indépendance, tu peux pas vivre dans la paix dans ce pays. Tu peux nous rappeler le projet de Pierre Messmer? En 1972, le premier ministre Pierre Messmer encourage les métropolitains à s'installer en Nouvelle-Calédonie, afin que les communautés non originaires du Pacifique soient démographiquement plus nombreuses, plus affaiblir la revendication nationaliste autochtone. En 1977, le commandant testa: si l'on veut vivre en sécurité dans ce pays, il faut commencer par détruire cette population. Cette population, c'est le peuple kanak, ferme des battues, comme pour les loups en France. Ça, c'est le testa en 1977. Le commandant, c'est un commandant de l'armée. En 1983, à Nainville-les-Roches, en métropole, les Kanaks ont reconnu la légitimité des victimes de l'histoire. Sous-entendu, les colons et les bagnards. On a fait des choses et on avance. Mais selon ceux qui commandent la loi suprême, ils continuent à nous mentir. Ils continuent à dire que nous, on est sauvages, rebelles. On est sauvages. Rebelles, barbares. Rebelles, barbares. Ils continuent à nous criminaliser. C'est ça. En ce moment, ils sont en train de discuter avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer. Ils sont à Bourail, au Sheraton. Qu'est-ce que tu penses de comment ça va se passer? Quelle serait pour toi la solution? Comment tu vois l'avenir? L'avenir du pays, NC, ne se construit qu'à mesure de la maîtrise du passé. Ça veut dire que tu dois connaître ton histoire, tu dois dire d'où tu viens et où tu es. En plus de ça, il y a des groupes qui sont continués à mentir maintenant parce qu'ils connaissent pas leur histoire et qui disent les choses. Mais je rappelle à ceux qui sont en train de parler avec le ministre actuel, y compris la brochette de ténor du FLN, qu'il faut bien prendre les tournants. Il faut bien négocier les tournants. C'est tout ce que je veux dire. Marie, c'est la fin de l'émission. On se retrouve la prochaine fois pour une autre pause décoloniale avec toi. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Merci beaucoup d'avoir partagé, d'avoir transmis. Je sais que c'est pas facile parce que je viens remuer des souvenirs chez toi. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir ici à la maison et d'accepter de partager avec moi. Merci de m'avoir invité. Merci à Marie Poinry et Rosie pour cet entretien aussi riche qu'émouvant. La période de 84-88 était une période de guerre civile. L'histoire de Marie témoigne de cette ambiance, celle d'une époque d'oppression et de violence qui a provoqué des traumatismes toujours vivaces. Dans cet épisode, nous avons eu un aperçu bouleversant des pratiques utilisées à l'école pour assimiler les Kanaks et leur faire oublier leur langue. En réponse à cette violence, les Kanaks, tout comme Marie, ont développé des stratagèmes pour continuer à communiquer secrètement dans leur langue d'origine. Une résistance pour préserver leur identité et qui prendra tout son sens durant la guerre civile de 84-88, car au travers du témoignage de Marie et de son rôle durant cette guerre, elle nous rappelle que communiquer en langue kanak était le seul moyen de contourner la surveillance de l'État colonial qui épiait leurs moindres faits et gestes. Marie Poinry, c'est une vie d'engagement pour un mot d'ordre qui demeure, ouvrez les guillemets, l'indépendance kanak et socialiste, fermez les guillemets. Si cet épisode vous a plu, vous pourrez le retrouver en podcast sur notre chaîne YouTube La Pause Décoloniale KNC et sur notre page Facebook. Merci à Radio Jido pour la diffusion de cet épisode et surtout, merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour la seconde partie de l'interview de Marie Poinry. À bientôt pour une nouvelle pause décoloniale.